Bonjour, je vous présente le smartphone LG Optimus G. Donc c'est un smartphone haut de gamme qui ressemble beaucoup au Nexus 4. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne se base pas sur le Nexus 4, c'est plutôt l'inverse en fait, puisque l'Optimus G est sorti en août 2012 en Asie, en Corée, alors que le Nexus 4 a été annoncé un peu plus tard. Donc c'est bien le Nexus 4 qui se base sur ce smartphone et non l'inverse. Donc au niveau des caractéristiques techniques, donc on retrouve l'écran 4,7 pouces en 1280 par 768 comme le Nexus 4. Donc un écran de 4,7 pouces en technologie IPS LCD avec une protection Gorilla Glass 2. Au niveau des performances, donc on repose comme sur le Nexus 4 sur un processeur quad-core 1,5 GHz Crate avec donc une puce graphique Adreno 320, donc là encore c'est la même chose que sur le Nexus 4 et on a aussi 2 Go de RAM comme le Nexus de LG et Google. En revanche, contrairement au Nexus 4, on n'est pas parfaitement à jour sur la version d'Android, donc ici on est sur de l'Android 4.1.2 alors que le Nexus 4 est sur la version 4.2, la dernière version actuellement. Et autre version au niveau du stockage, donc on est sur du 32 Go alors que le Nexus se décline en 8 et 16 Go. Et enfin ici on a un appareil photo de 13 mégapixels alors que le Nexus est en 8 mégapixels. Comme on le voit à l'arrière ici, le côté design est un petit peu différent mais on retrouve quand même un peu ces points qui caractérisent, un peu comme les pixels qui caractérisent le Nexus mais d'une façon un peu différente. Donc là encore on voit que c'est un peu la même chose, que c'est un peu basé dessus mais avec quand même quelques différences. Et enfin, le design change aussi un peu, hein, quand même, le design global. Celui-ci est un peu plus carré quand même que le Nexus. C'est un petit peu différent. Au niveau des boutons de l'appareil, donc c'est assez simple. Hein, on retrouve ici le bouton Power sur la droite, en haut à droite, donc facile d'accès par le pouce. Là-dessus, c'est pas mal. En dessous, on a un micro et le port micro USB. Donc ça, c'est pas mal. Comme le Nexus 4, on repère ici deux vis assez discrètes, mais quand même, on les voit ici. Hein. Donc là-dessus, c'est comme le Nexus 4. Ici, on a le port pour la micro SIM, donc qu'il faut venir retirer avec un objet pointu. Donc c'est un petit tiroir qui se sort comme sur le Nexus 4. Ici, on a le réglage du volume. Et enfin, en haut, donc la sortie audio jack 3.5. Voilà, et donc là, on retrouve donc une caméra d'1,3 mégapixels à l'avant et comme je l'ai dit, un appareil photo avec flash LED, donc 13 mégapixels pour l'appareil photo. Voilà. On va tout de suite allumer le smartphone. Donc, au niveau des dimensions, il est assez proche du Nexus 4, hein, puisqu'on a un écran de la même taille. Donc voilà, ils font à peu près la même taille, donc je ne vais pas donner les dimensions exactes, mais en gros c'est la même dimension pour la plupart des smartphones qui ont un écran de cette taille-là. Alors là, dès qu'on l'allume, on repère tout de suite voilà, la surcouche LG, par exemple sur le lock screen ici, chose qu'on n'a pas sur le Nexus 4. Et donc ici, pareil, on voit immédiatement les widgets LG, les petites animations quand on change de bureau. Alors là, vous avez vu peut-être un tout petit peu de lag, un tout petit peu, ça a ramé légèrement au niveau de la transition entre les bureaux, c'est juste le temps que l'appareil démarre et que tout se charge. Voilà, donc au niveau donc, des ajouts de LG en termes logiciels, donc on a un certain nombre de widgets voilà, auxquels on peut accéder de cette façon voilà, en allant sur widget. Donc un appui long nous permet donc d'ajouter différents widgets, contrairement à ce que Google propose, puisque sur les dernières versions d'Android, un appui long permet juste de changer le fond d'écran, mais pas de modifier les widgets. Voilà, évidemment, on a quelques widgets supplémentaires LG qu'on ne retrouve pas normalement, comme par exemple la météo, le widget de lecture audio ici, ou différents widgets. Voilà. Au niveau de la grille d'application, voilà, donc elle se dispose de cette forme. Donc là encore, on a un autre fond d'écran. Donc là encore, ça change un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la gamme Nexus. On a toujours ici les onglets applications, celles qu'on a téléchargées et donc les widgets qu'on retrouve encore ici.
Au niveau donc de la barre de notification, elle a été assez enrichie. Donc ici, on a toutes les notifications qu'on peut avoir de ces différentes applications. Et donc on a ici utilisation de Quick Memo. Voilà, donc là c'est une petite application proposée par LG qui permet donc de prendre des notes. Voilà, en fait on a plusieurs applications que LG nomme Q-Slides Apps. Donc ce sont en fait des applications, oui alors là du coup j'ai pas de vidéo, voilà. Ce sont en fait des applications qu'on peut lancer en mode fenêtré, donc pas en plein écran, voilà, qu'on peut donc redimensionner de cette façon. Voilà. Et donc vous pouvez en lancer, voilà, comme ça, on a certaines applications qu'on peut lancer de manière réduite ici, voilà. Donc là on a quand même un certain nombre de fenêtres, on peut en ouvrir que deux, de toute façon en ouvrir plus sur un écran de cette taille n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Alors comme on le voit, là on aimerait peut-être pouvoir retourner ces applications, mais elles ne basculent pas plus que le bureau. Bon, le bureau c'est assez habituel que ça ne bascule pas, mais les applications en elles-mêmes ne basculent pas. Par contre, dès qu'on va sur une application qui, elle, peut passer en mode paysage, là, les petites applications donc Q-Slide proposées par LG, les petites applications fenêtrées, sont capables de basculer en mode paysage. Et on peut bien entendu à tout moment les passer en plein écran de cette façon. Voilà, donc là ça me permet toujours d'avoir celle-ci à côté, hein, mais voilà. Et on a aussi donc l'option qui permet de jouer sur la transparence de ces applications, voilà, de cette façon. Donc on peut non seulement modifier l'emplacement, la taille de ces applications, voilà, évidemment il y a un minimum et un maximum imposé, mais aussi la transparence en fait de ces applications. Donc voilà, là je suis quasiment transparent. Donc on peut par exemple regarder une vidéo tout en lisant autre chose, du texte derrière. Après bon, pour l'utilité c'est à chacun de voir, mais c'est au moins une option que propose LG qui est plutôt sympa, qui se base à la base le premier smartphone qui permettait de faire ça était donc le Galaxy Note. Ça a été amélioré sur le Galaxy Note 2, ça a été porté sur le S3, et puis d'autres constructeurs se sont mis à proposer les mêmes choses. Et ça avait été aussi proposé sur des ROM alternatives, hein, mais bon, en officiel, les premiers constructeurs à l'avoir proposé, c'est Samsung, et qui donc depuis a été un peu copié par d'autres. Donc on a ici quelques applications qui peuvent être lancées en mode fenêtré, puisque toutes les applications ne peuvent pas l'être, il faut qu'elles aient été pensées pour, évidemment. Donc on a le player vidéo, le navigateur internet, donc c'est pas Chrome, hein, c'est le navigateur internet d'Android basique, en fait, d'Android 2.3. Une application de prise de notes, donc Memo, l'application agenda, calculatrice, et c'est à peu près tout en fait. Donc ici on peut modifier pour déplacer les raccourcis, pour les mettre dans un ordre différent, pour éventuellement en ajouter d'autres, mais comme on le voit pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. On ne peut pas en ajouter d'autres dans cette liste. Donc on va rester sur la barre de notification parce qu'elle était assez enrichie par LG. On voit ici qu'on a un raccourci, un slider pour modifier la luminosité de l'écran, donc ça c'est assez pratique. Ça prend un peu de place évidemment sur la barre de notification parce qu'on n'a plus que la moitié pour finalement les vraies notifications d'application. On a donc cette barre ici qu'on peut désactiver en fait, sauf que si vous enlevez toutes les applications, vous avez toujours cette barre, voilà, donc ça c'est un peu dommage. Il faudra en fait pouvoir désactiver Q-Slides Apps, mais c'est pas possible. En tout cas, j'ai pas trouvé l'option qui permet de le faire, même dans les paramètres. On va faire un tour tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé l'option. Donc du coup, autant laisser tous les raccourcis, c'est plus utile que ça qui est complètement inutile. Voilà. Ensuite, on a un certain nombre de switches ici, d'interrupteurs qu'on peut basculer on ou off. Donc on a le hotspot Wi-Fi, le vibreur, l'activation des données, le NFC, enfin à peu près tout en fait, un mode économie d'énergie, etc. Enfin voilà, on a pas mal de choses. Et là encore, on peut paramétrer ce qu'on veut, à peu près ce qu'on veut voir affiché. Par défaut, on a tout qui est coché. Et donc on peut ajouter plus ou moins de raccourcis. Voilà, donc du coup on a une barre de notification assez enrichie avec beaucoup de fonctions. Mais du coup, bon bah voilà, comme on le voit ici, on n'a que 4 notifications qui sont affichées, alors qu'on pourrait en afficher 8 si on n'avait pas tous ces raccourcis finalement. On a toujours un raccourci vers le menu de paramètres, voilà, donc on l'a ici, donc on voit une petite modification de LG sur les interrupteurs par exemple, voilà,
un petit effet graphique plutôt sympa d'ailleurs quand on les allume ou éteint. Sinon pour le reste c'est relativement classique comme on le voit ici. Alors on a quelques menus supplémentaires comme les gestes. Bon c'est quelque chose d'assez classique, hein. Voilà, la possibilité d'activer par exemple retourner l'appareil pour refuser un appel, enfin pour passer en tout cas en silencieux les appels entrants. Voilà, on a différentes choses. Bon, c'est pas grand-chose de très novateur à ce niveau-là. Ensuite, on a un paramètre économie d'énergie, donc ça c'est assez connu, mais j'aimerais placer deux mots là-dessus, puisqu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, on a ici un mode éco, donc voilà, qu'on peut activer ou désactiver, c'est un mode économie d'énergie. Et en plus de ça, on a un autre switch ici qui est économie d'énergie. Donc on a deux modes en fait. Et en fait, celui-ci, quand on l'active, il est beaucoup plus agressif finalement sur la sauvegarde de l'énergie, de la batterie, il va baisser automatiquement la luminosité. Et en fait, bon, ces deux modes peuvent être intéressants parce qu'ils permettent vraiment de doper l'énergie, enfin l'autonomie du smartphone. Par contre, il y a quand même certains bugs, puisque par exemple, le mode économie d'énergie va automatiquement désactiver le Wi-Fi. D'ailleurs, là, il l'a fait. Il va automatiquement désactiver le Wi-Fi quand vous n'êtes pas connecté à un réseau. Et en fait, souvent, vous allez activer le Wi-Fi et le temps qu'il trouve le réseau qui s'y connecte, eh bien, le mode économie d'énergie a déjà désactivé la connexion Wi-Fi puisqu'il estimait que vous n'étiez pas connecté dessus. Donc du coup, comme on le voit là, il est rentré en veille. Juste une seconde, j'ai ressorti de veille et en fait, il ne s'est pas reconnecté au Wi-Fi parce que le Wi-Fi a été désactivé, comme on le voit ici, et je dois le réactiver. Donc du coup, là, comme j'ai pas de carte SIM, j'ai pas du tout Internet, donc du coup, le smartphone devient complètement inutile, quoi. Et même si vous avez une carte SIM, du coup, la 3G sera bridée. Et si vous aimeriez vous connecter en Wi-Fi parce que le Wi-Fi consomme moins d'énergie que la 3G, c'est pas possible. Voilà, comme on le voit là, c'est désactive tout seul à cause du mode d'économie énergie. Donc du coup, il y a quand même certains bugs sur ce mode-là. Donc il vaut mieux activer juste le mode éco, voilà, qui est celui-ci, qui réduit un peu voilà, la fréquence du processeur, enfin des performances, plutôt que celui qui est vraiment agressif sur toutes les connexions Wi-Fi, GPS, etc. Puisque là, du coup, ça rend l'appareil finalement pas vraiment utilisable. Et se reposer sur la 3G au lieu du Wi-Fi, finalement, consomme plus d'énergie que ça en sauvegarde. En dehors de ça, le LG Optimus G est assez performant, hein. Il est très proche du Nexus 4. Donc on peut par exemple aller sur mon blog pour voir un peu la navigation sur Internet. Voilà, donc là on charge en Wi-Fi une page qui n'était pas en cache. Donc les images mettent un petit peu de temps à charger, mais après ça c'est assez fluide. Alors là, bon, pour le coup c'est blanc, pas de chance, mais voilà, bon, globalement ça marche plutôt bien. Voilà, là, cette fois il a fini de charger. C'est assez fluide, hein, il n'y a pas de souci. On peut bien entendu zoomer, dézoomer, voilà, pas de problème à ce niveau-là. Donc rien à dire de particulier sur tout ce qui est performance, le surf, les jeux. Vraiment aucun problème. Seulement de temps en temps, mais vraiment rarement, on a des ralentissements, mais comme on l'a vu au démarrage, ou quand on installe une application, ou qu'il y a une application qui se met à jour, ou éventuellement quand on passe d'une application à une autre, mais c'est plutôt bien géré parce qu'on a 2 Go de RAM et on le sent, hein, par rapport à un smartphone qui a 1 Go de RAM. Si vous jouez et quand vous recevez un SMS, vous y répondez et que vous retournez ensuite sur votre jeu avec 1 Go de RAM, selon le jeu évidemment, et les autres applications qui sont ouvertes derrière, il y a pas mal de chances que le jeu reparte au début et qu'il faille tout recharger. Et là, avec 2 Go de RAM, ça arrive vraiment jamais ou vraiment très exceptionnellement. Il faut vraiment que le jeu soit en pause pendant de longues heures et que vous ayez fait plein d'autres choses pour que vous soyez obligé de tout recharger, quoi. Donc là-dessus, on sent vraiment l'amélioration des 2 Go de RAM par rapport à 1 Go, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis au niveau performance brute, bah voilà, on est sur les performances d'un Nexus 4, donc mis à part les smartphones les plus récents, comme le Xperia Z de Sony, le Galaxy S4 de Samsung ou encore le HTC One. Globalement, on a très peu de smartphones qui sont plus rapides, donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Petite déception en revanche sur ce modèle, c'est quand même l'existence d'un Optimus G Pro
qui n'est pas encore disponible en Europe, qui n'a même pas été annoncé pour l'Europe, qui a été présenté seulement pour l'Asie, et qui est encore beaucoup plus performant que cet Optimus G. Donc du coup, c'est un peu dommage de nous sortir celui-là 9 mois après sa sortie en Asie, et en même temps d'en sortir un autre en Asie, que nous, on aura peut-être encore dans 9 mois. Donc on a vraiment le sentiment avec LG d'avoir toujours un gros train de retard sur les Asiatiques ou même par rapport aux États-Unis, ce qui est vraiment dommage. Par exemple, Samsung ne sort pas le Galaxy S3 en France quand le Galaxy S4 vient d'être annoncé à l'étranger, quoi. Ça aurait vraiment aucun sens. Et là, on a finalement un peu l'impression d'être sur ce modèle avec LG. C'est un peu dommage. Donc, ce qui fait pas mal de différence avec le Nexus 4, c'est l'appareil photo qui est quand même un peu meilleur que celui du Nexus 4 qui était plutôt moyen. Voilà, ici on va prendre un exemple comme ça. Donc il est un peu mieux déjà d'une part parce qu'il est en 13 mégapixels et d'autre part parce que c'est pas trop mal exploité en fait. Donc c'est plutôt rapide, mais elles sont aussi un petit peu plus détaillées. Alors bon, ça dépend des conditions. Là en intérieur, je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, je vais déjà mettre le flash en fait. Voilà, donc comme on le voit, on a de temps en temps des petits temps de chargement, mais c'est rien d'exceptionnel. Alors là, en l'occurrence, le focus n'a pas été fait correctement. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc voilà, on a quand même une qualité qui est pas trop mal. Bon là j'avais le flash, donc du coup il y a pas trop de bruit parce qu'il y avait un éclairage correct. Si je mets pas le flash, je relance l'appareil photo. Voilà, donc là on est dans un éclairage moyen en intérieur. Et là tout de suite on va avoir plus de bruit en fait sur les images, mais ça reste quand même correct, hein. On voit quand même assez bien les détails. Et un Nexus 4 est un peu moins bon là-dessus, et pourtant il est en 8 mégapixels alors que celui-ci en 13, donc il devrait générer plus de bruit, plus de défauts, parce qu'il y a plus de pixels. Et finalement c'est plutôt bien géré. En revanche, petit point faible par rapport au Nexus 4, c'est l'absence de tous les modes ajoutés par Google. Donc déjà l'interface où on appuie et donc on a toutes les deux options qui apparaissent, ça a disparu. Et ensuite, par exemple, la fonction de panorama en 360 degrés, donc en fait le photosphère, en fait on lance les photos, on bouge de cette façon et ça génère un panorama à 360 degrés, donc en haut, en bas et tout autour finalement, un peu à la façon Street View. Et donc ça a disparu sur l'Optimus G, donc ça c'est un peu dommage. C'est dû aussi au fait qu'on est sur de l'Android 4.1 et que LG ajoute sa propre surcouche, et donc ils ajoutent certaines choses et ils retirent aussi certaines fonctions, donc du coup on perd certaines fonctions au passage. Voilà, donc sinon l'Optimus G est un peu meilleur que le Nexus 4 côté autonomie. Voilà, je l'ai pas mal testé, un peu plus d'une semaine, 2 semaines même, et il est un petit peu meilleur. Donc du coup, comme le Nexus 4 était vraiment moyen côté autonomie, du coup ça place l'Optimus G à peine au-dessus du Nexus 4, mais globalement il reste quand même inférieur pour moi au Galaxy S3 qui est vraiment bon dans ce domaine, mais aussi au Galaxy Note 2 qui est encore meilleur, mais bon, vu sa taille, c'est compréhensible, vu la taille pour placer une plus grosse batterie. Et il est un petit peu en dessous du HTC One ou du Xperia Z sur l'autonomie. Enfin, quoi que pour le Xperia Z, ça dépend beaucoup de l'activation du mode stamina, mais globalement, l'Optimus G ne brille pas par sa batterie. Et donc, du coup, pour conclure sur ce smartphone qui est vraiment un smartphone haut de gamme, performant, avec un bon appareil photo, un écran plutôt sympa, même s'il n'est pas Full HD, mais du 720p c'est quand même bien suffisant. Donc pour conclure, je terminerai sur le prix. Il est proposé à environ entre 500 et 600 euros, donc c'est assez habituel pour un smartphone haut de gamme, mais finalement on trouve beaucoup mieux sur le marché, comme le HTC One qui a une meilleure finition tout en métal, qui propose une interface un peu plus novatrice avec HTC Sense 5, par exemple le widget Blink Feed ou ce genre de choses, qui propose des innovations vraiment intéressantes sur l'appareil photo. Même s'il fait que 4 mégapixels, il a certains défauts, mais il a vraiment des innovations vraiment intéressantes. Et donc du coup, il est au même prix, et pour moi, le HTC One est
bien meilleur que ce Optimus G, puisqu'il a une meilleure autonomie, des performances bien meilleures, une meilleure finition. Donc globalement, je préfère clairement le HTC One. On a aussi le Xperia Z, que j'aime un peu moins que le HTC, mais globalement qui est quand même meilleur que cet Optimus G. Et enfin, on a surtout le Nexus 4 qui est très proche, comme on l'a vu d'un point de vue technique, de cet Optimus G et qui est beaucoup moins cher, qui est à 300 €. Alors certes, on n'a pas le même stockage, mais même la version en 16 Go, donc celui-ci à 32, mais la version en 16 Go est à 350 et celui-ci est à 200 € plus cher. Donc 200 € plus cher pour gagner 16 Go supplémentaires et puis quelques mégapixels, donc 5 mégapixels pour l'appareil photo et une autonomie à peine meilleure. Je trouve que c'est un petit peu cher payé quand même, sachant qu'on aura la surcouche LG, on n'aura pas les toutes dernières mises à jour d'Android sur ce smartphone, donc c'est un petit peu dommage quand même pour cet appareil. Donc globalement, l'Optimus G n'est pas mauvais, mais face à la concurrence et bientôt le Galaxy S4, bien entendu, j'en ai pas parlé, mais qui n'est pas encore sur le marché, donc j'en parle pas plus que ça, mais j'ai déjà testé, donc je peux déjà vous donner mon avis dessus, mais clairement, par rapport à tous ces smartphones, globalement, l'Optimus G pour moi ne fait pas vraiment le poids. Alors encore une fois, si on avait eu le G Pro, on aurait probablement j'aurais probablement eu une autre conclusion. Mais là, en l'occurrence, cet Optimus G arrive un peu tard ou face à une concurrence un peu trop importante et du coup son prix est trop élevé pour vraiment pouvoir concurrencer tous ces smartphones. Mais globalement, si vous pouvez l'avoir à un bon prix, soit en occasion, soit en abonnement opérateur, même si on le trouve un peu difficilement dans ces cas-là, si vous pouvez l'avoir à un bon prix, ça reste un bon smartphone qui n'a pas vraiment de défaut. L'accroche GPS est plutôt correcte, le 3G, Wi-Fi, etc. On a quelques bugs quand même, j'en ai pas parlé, mais j'ai par exemple des force close, donc l'application qui se ferme tout seul pour Gmail, ce qui est quand même embêtant, sachant que c'est une des applications les plus utilisées sur un smartphone Android, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, mis à part quelques bugs, globalement cet Optimus G est plutôt bon, mais à un prix vraiment trop élevé finalement par rapport à la concurrence qui fait soit mieux, soit beaucoup moins cher.